Le sénateur Oussakos. Merci, Monsieur le Président. Bon, je ne veux pas m'étendre sur la question de la CBC-SRC. Je dirais simplement que le comité et mes collègues ont beaucoup consacré de temps à cette question. Je suis heureuse que la ministre ait lu le rapport. Je rappellerai toutefois au sénateur Eggleton, comme je l'ai fait par le passé, qu'il était membre d'un gouvernement qui a réduit le financement de Radio-Canada de plus de 200 millions de dollars à cette époque. Et à ce moment-là, il ne faisait pas preuve d'autant d'indignation. 15 ans plus tard, il pense que la solution, c'est de rétablir la moitié du financement qui avait été coupé par son gouvernement. Comme je l'ai dit, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque le rapport est assez clair. Votre présence ce soir, c'est concernant un autre morceau très important dans votre mandat, c'est concernant le deux langues officielles. Nous avons un pays qui, en théorie, nous sommes bilingues. C'est un pays qui était fondé par deux peuples fondateurs et les langues françaises et les langues anglaises ont toujours joué un rôle important. Et pour votre ministère, c'est primordial, la défense de deux langues officielles. Et je suis très inquiète, comme Québécois et comme Canadien, quand je voyage, que dehors du Québec, le Canadien tranquillement devient en pratique plus anglophone que francophone, presque unilingue anglophone. Tu vois qu'au Québec, le Québec a rendu unilingue francophone. Et si tu regardes à long terme, la réalité, en théorie, c'est que nous sommes un pays bilingue. En pratique, nous avons deux solitudes, deux territoires, une unilingue francophone, l'autre unilingue anglophone. Puis ça prend une stratégie du gouvernement fédéral. J'aimerais avoir, si vous avez un plan concernant cette problématique qui existe, si tu vois ça comme une problématique, et c'est quoi votre perspective et votre stratégie à propos de ça? Bien, merci. Mais premièrement, j'ai la responsabilité des langues officielles et je l'ai partagée avec Scott Bryson, qui est président du Conseil du Trésor, pour la question, en fait, de l'application des langues officielles à la fonction publique. Donc, je travaille de concert avec M. Bryson pour s'assurer qu'on ait une fonction publique bilingue et qu'on ait aussi accès à des services, que les citoyens aient accès à des services qui sont bilingues et de qualité. Donc, ça, c'est mon premier point. Deuxième point, un peu comme je l'ai mentionné dans mon discours d'ouverture, le premier ministre m'a mandaté de rédiger un nouveau plan qui va arriver et qui va pouvoir répondre aux besoins des communautés en situation minoritaire. J'ai eu l'occasion déjà de rencontrer plusieurs membres et leaders des communautés, tantôt francophones en situation minoritaire, tantôt anglophones en situation minoritaire, et je ressens leur anxiété et leurs préoccupations. J'ai eu l'occasion de rencontrer des grands de la défense des droits des communautés en situation minoritaire, incluant le juge Bastarache, pour essayer de trouver des façons contemporaine de pouvoir soutenir les différentes communautés. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Graham Fraser, le commissaire aux langues officielles, pour qu'il me fasse part de ses propres préoccupations. Il y a différents sujets que nous allons... donc, certainement, le plan va être une nouvelle feuille de route. Et aussi, non seulement le plan va être une nouvelle feuille de route, mais va tenir compte, encore une fois, du numérique, de la réalité du numérique, qui donne accès à des nouveaux outils. Et dans ce contexte-là, ça m'amène à parler d'un autre point qui est dans ma lettre de mandat, qui est celui de l'outil en ligne d'apprentissage d'une langue seconde, que ce soit le français ou l'anglais. C'était une idée de mon collègue Maurice Bélanger. C'est un sujet sur lequel on travaille activement, proactivement, pour donner accès à un plus grand nombre de Canadiens de pouvoir apprendre en ligne facilement la deuxième langue, donc pour pouvoir augmenter le bilinguisme. Donc, c'est un nouvel outil. Ce serait la première fois qu'au Canada, on ferait ça. Et en même temps, de développer un nouveau plan qui va être des suites d'une consultation publique et à terme aussi s'assurer que les différents litiges qui ont lieu présentement en lien avec la reconnaissance des droits des langues des minorités linguistiques, en fait, puissent être adressés. Donc, nous travaillons très fort là-dessus.
Mais je ne parle pas seulement défendre le droit minoritaire du francophone, par exemple, dehors du Québec, ou le droit des anglophones minoritaires au Québec. Moi, je parle au fait que présentement, quand une francophone québécois, par exemple, voyage dans l'Ouest ou en Ontario, il se sentit comme étrangère. Comme un anglophone voyage au Québec ou dans certains coins francophones au Canada, il se sentit étrangère. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que nous sommes un pays bilingue en théorie, puis on peut faire toutes sortes de gestes pour assurer que le secteur public au Canada est bilingue, puis je ne parle pas du gouvernement fédéral, je parle dans le secteur privé, je parle souvent à Toronto comme une unilingue francophone. Vous avez une difficulté d'exister comme Canadien francophone unilingue. Tu vas travailler comme unilingue anglophone à Sept-Îles ou à Québec, tu vas avoir beaucoup de difficultés, par exemple, à fonctionner comme Canadien dans votre propre pays parce que vous n'êtes pas suffisamment bilingue. C'est ça ma question. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'en général, les Canadiens qui vivent dans un pays bilingue, ils sont moins bilingues qu'il faut être dans un pays bilingue? C'est une question plus pratique que politique. Je comprends Je sais bien que la solution n'est pas facile, Madame la ministre. Non, c'est ça. Puis je pense pas que comment je peux dire? Premièrement, je pense que c'est au gouvernement fédéral de démontrer le leadership, mais je veux quand même recadrer le débat en vous présentant quelques statistiques, notamment l'augmentation du taux de bilinguisme. Donc, si on regarde les dernières statistiques, il y a une augmentation de la capacité des Canadiens à parler dans les deux langues. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre chose, c'est qu'on voit aussi dans certaines écoles francophones en Ontario, dans d'autres provinces, qu'il y a en fait un manque de place. Donc, il y a vraiment un intérêt des parents, des nouveaux parents, à inscrire leurs enfants dans des écoles francophones. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais je pense que j'entends votre point. C'est une préoccupation. Et non seulement c'est une préoccupation, mais c'est un défi constant. Et en tant que ministre des langues officielles, c'est une bataille dans laquelle je m'engage et que je ne baisserai pas les bras. Donc, je tiens à vous dire que c'est vraiment une priorité. Et nous sommes un gouvernement libéral, Trudeau 2.0, qui a été au départ, Trudeau père a été dans son gouvernement un des instigateurs de la mise en place de toutes les questions du bilinguisme officiel au Canada. Donc, certainement, c'est un legs qu'on n'entend pas laisser mourir. One last question, Chair. I know I'm not in your group of favorites, but you're not on my favorites. Madam Minister McCallum stated that several of his Liberal colleagues, some of whom have stated publicly that they're urging him to eliminate the language proficiency requirement for people applying for Canadian citizenship. And under the current law, of course, people between 14 and 64 must demonstrate adequate knowledge of one or two of the other official languages, French and English. Minister, your mandate letter states that a Minister of Canadian Heritage has an overwhelming goal to implement your government's plan, amongst other things, safeguard our official languages, as you adequately pointed out in your responses earlier. So my question to you is, how does dropping the requirement of new Canadians to be proficient in one of two official languages do anything to safeguard our official languages? And what message are we sending to the cultural communities in Canada where we're trying to strengthen bilingualism in Canadian culture? Well, certainly the question of respecting the law is the official languages law is important, and that's why we're looking at developing new tools. And I was talking a bit earlier about that new online service that we will be developing that will give access to French and English to every Canadians. That is certainly an innovative way that we are developing right now, working on developing to offer to all Canadians. Also, I had the chance to talk to Graham Fraser in the context of, on different subjects, but including the integration in French or English of immigrants. And especially in light of the 25,000 Syrian refugees. So we're looking at how communities are developing programs to make sure that, for example, refugees arriving in Manitoba can be able to speak French,
and be integrated to Canadian society in French, and that's the same in New Brunswick. So we are partnering very closely with different, how can I say, NGOs that are working on the field to enhance these capacities. But, you know, when you look at the Syrian refugee file and the project, we are now at the most important phase. So we were able to organize everything to get the Syrian population that were the most vulnerable, that had no security and health risk to Canadians here. We're nearly, we are at this time right now, we're at more than 20,000 Syrian refugees that have arrived to the country since November 4th. And we will be achieving the target of 25,000 by the end of February. And now the housing issue has been the main priority of Mr. McCallum, and also finding them jobs. But certainly the question of language is at the same time as finding jobs. So that's why we are working very closely together to make sure that there's the right support from communities in terms of language capabilities.